Vous savez, lorsque j'ai lancé cette chaîne, j'avais certaines cibles prioritaires en tête, pour lesquelles j'ai attendu de me rôder un peu. La princesse et la grenouille a été la première, et Atlantide est la deuxième. Je hais ce film. Il représente pour moi le pire de ce que Disney a fait ces 20 dernières années. Mais avant d'entamer la critique en bonne et due forme, j'aimerais d'abord parler de 3 points qui sont souvent abordés autour de ce film. 1. Plagiat. Ce film est accusé de copier 2 œuvres, Nadia et le secret de l'eau bleue et Stargate. Et je n'ai pas vu le secret de l'eau bleue, mais j'ai vu Stargate, et je peux vous dire que... ouais. Ça me surprendrait énormément qu'Atlantide ne se soit pas inspiré de ce film. Il y a beaucoup trop de similitudes pour que ce soit une coïncidence. Cela dit, je ne vais pas attaquer Atlantide sur ce point. Pour moi, s'inspirer d'une base existante n'est pas forcément une mauvaise chose. On peut en tirer une nouvelle vision très intéressante. Et ce n'est pas parce que je déteste Atlantide que je vais changer mon point de vue là-dessus. Cela étant, j'ai vu pas mal de gens dire que c'était un film original pour Disney. Et à ça, je réponds non. Comme beaucoup de films Disney, ça part d'une histoire préexistante et ça la modifie à sa sauce. Ce n'est pas parce qu'il y a un ton plus mature que d'habitude que ça change quoi que ce soit à ce fait. 2. Les grands noms génériques. Ouais, ce film est coécrit par Joss Whedon. Ça ne change rien. D'une part, je trouve que Joss Whedon n'a pas écrit que des trucs irréprochables, et d'autre part, il n'était pas le seul sur le projet. Et sincèrement, dire qu'un film est génial parce que Joss Whedon l'a coécrit ou parce que Michael J. Fox y a joué, c'est de l'argument de fanboy. Et c'est irrecevable chez moi. 3. L'animation. Oui, ce film est très beau, comme énormément de films animés Disney. Il excelle surtout dans ses travelling et ses plans d'ensemble, mais en dehors de ça, l'animation des personnages est pour moi au-dessous de la moyenne Disney. Le truc, c'est que j'entends souvent ça comme argument numéro 1 en faveur du film. Dans ce cas-là, la plupart des films animés Disney 2D post-Petite Sirène sont tous excellents. Bref, assez tourné autour du pot. Que ma torture commence. Le film commence par une scène ma foi pas trop mal, où Atlantide est détruite par un raz-de-marée il y a 9000 ans. Si seulement c'était le film et pas le continent. On voit une petite fille et sa mère, mystérieusement prises dans un rayon lumineux, ce qui crée un bouclier autour de la cité. C'est comme la matrice apparemment, ça a besoin de piles humaines pour être alimenté. On enchaîne plusieurs millénaires plus tard, en l'an 1914, où un type fait un exposé sur l'Atlantide devant des mecs qui, à en juger par la mise en scène, ne sont clairement pas là. Le manuscrit du berger. C'est un récit de première main de l'histoire de l'Atlantide et de l'endroit où l'île a sombré. S'appuyant sur une traduction séculaire d'un texte norvégien, les historiens sont persuadés que le manuscrit se trouve en Irlande. Il s'avère que l'une de ces lettres a été même mal traduite. Le manuscrit du berger se trouve en Islande. Waouh, ça commence fort, dites donc. D'une part, l'analyse linguistique ancienne, c'est pas la même chose que de résoudre ces petits puzzles de cryptologie avec des symboles à la con qui correspondent chacun à une lettre de notre alphabet. Les langues anciennes, c'est plus compliqué que ça. D'autre part, l'Irlande et l'Islande ne portaient pas ces noms-là il y a 9000 ans. Merde, l'Islande a été colonisée au 9e siècle après Jésus-Christ. Vous vous foutez de moi là ? Vous auriez simplement pu parler d'erreurs de calcul de latitude et de longitude, mais j'imagine que c'était trop compliqué pour les petits enfants. Il fallait faire un lien pourri entre les orthographes similaires pour Irlande et Islande. Ça doit passer super pour les pays où ça ne correspond pas à une lettre près. Oh, regardez, ce n'étaient pas des vraies personnes. Quelle surprise! Bien. Comme vous le carte cette montre, comme vous le montre cette carte, enfin, j'ai tracé en pointillé la route qui... Hé hé, pour aussi rigolo que soit ce gag, ça ne marche pas.
En supposant que le dessin à la craie se soit calqué à la perfection, étant donné que t'as fait un demi-tour, l'image devrait être inversée horizontalement et ne pas correspondre au tableau. Ça a l'air de rien, mais pour moi, ce petit passage illustre parfaitement le processus de réflexion autour du film. Cette vidéo va durer 1 heure. Bref, voici notre héros, Milo Thatch, et c'est le stéréotype creux de l'intello maladroit en qui personne ne croit. Il n'en ressort que neuneux et chiant pour moi. Donc ouais, le musée ne croit pas en son histoire d'Atlantide, mais tout change le soir même quand il reçoit la visite de... Milo James Thatch. Helga. Non, ça ira, on a déjà fait ça avec Hercule. Je suis mandatée par mon employeur qui a une proposition des plus alléchantes à vous faire. Qui est votre employeur? Pressez le pas, Monsieur Whitmore déteste qu'on le fasse attendre. Laissez-moi vous parler d'une île aux pouvoirs inimaginables, Monsieur Thatch. Ah, j'aurais préféré. Non, il s'agit d'un vieux riche farfelu qui connaissait le grand-père de Milo et qui lui présente le manuscrit dont il parlait plus tôt. C'est le manuscrit du berger. Coordonnées, indices, tout est là. Bah, l'œuvre d'un faussaire. Monsieur Whitmore, mon grand-père l'aurait vu si c'était une supercherie, moi aussi d'ailleurs. Il s'agit du manuscrit, le vrai, le seul. Ouais, en l'ayant feuilleté 10 secondes, je peux vous affirmer qu'il est authentique. Mais le vieux ne faisait que déconner avec lui et a déjà mis sur pied une expédition pour l'Atlantide. Vous n'aurez pas à le regretter. Je suis tellement content que j'en suis tout retourné. Haha, mort de rire. Donc notre héros rencontre l'équipage de l'expédition et je dois concéder un bon point au film, les différentes rencontres se font assez naturellement et n'ont pas l'air forcées. Il n'empêche que ces différents personnages secondaires sont plutôt nazes. Et comprenez-moi bien, dans l'absolu, je peux comprendre qu'on les trouve drôles. Dans l'absolu. Mais je ne comprends pas comment on peut les trouver attachants. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des gimmicks. Ils n'ont pratiquement aucun développement. Ils sont presque juste là pour balancer des blagues en rapport avec leur personnalité entre guillemets attitrée. On a le gimmick du garçon manqué, le gimmick du mordu des explosifs, le gimmick du gentil docteur marabout noir. Au passage, super le cliché Disney. Il est tellement gentil que son nom est gentil. Et étant donné qu'il est gentil, je me demande bien ce qu'il faut avec cette expédition au départ. Et là, c'est la moitié passable. À côté de ça, on a... I speak English, moi aussi, French accent romantique. Je comprendrai jamais ce cliché du débile mental comique de service. Qui trouve ça drôle, merde? Ce n'est pas un personnage simplement idiot, c'est à un niveau clairement pathologique, là. Et le film veut qu'on se marre devant ça? Allez vous faire foutre! Il est content, Gaëtan. Gaëtan content! Puis on a un vieux cuistot qui ne fait que cuisiner des trucs gras. J'ai-moi vos 4 groupes d'aliments, faillot, patates, whisky, et là... Parce que c'est censé être drôle, apparemment. Et puis on a la vieille de la radio qui Et des gens se sont plaints des proportions de Pocahontas. C'est quoi ces machins plus gros que sa tête? C'est une morue constamment blasée et ça s'use très vite comme blague. Cela dit, elle arrive à résumer ma pensée d'une bonne partie du film. Ah, mort de rire. En fait, je comprends même pas ce que ces deux derniers foutent là. Ils n'apportent rien du tout au film et ils sont vraiment loin d'être super efficaces à ce qu'ils font. Quoi, il y avait un quota de seniors à respecter dans l'équipage? Et puis, on a notre méchant, le commandant. Vous avez déjà vu mon perso 1 million de fois, Rourke. Sincèrement, en comparaison aux autres persos qu'on nous donne, j'arrive légèrement à l'apprécier. C'est clairement un sous-Clayton et j'adore Clayton. Donc, voilà. Et pour finir, son assistante... Helga... Bon, ça va! En plus d'être vraiment sexy, elle a l'avantage d'avoir une personnalité qui est plus qu'un gimmick. Chaque intervention de sa part est une bouffée d'air frais dans ce film.
Le hic, c'est qu'elle apparaît bien trop peu, ce qui est dommage car elle aurait fait une héroïne 100 fois plus intéressante que Milo fade. Bref, en chemin vers Atlantide, ils sont attaqués par une créature mécanique sous-marine et une grosse partie de l'équipage est tuée dans la tumulte. Nous sommes les seuls survivants. Messieurs, je ne vous raconterai pas d'histoire. Nous traversons une crise. Mais ensemble, nous avons souvent connu le bord du précipice et nous avons toujours su faire un grand pas en avant. Il semblerait que notre unique chance de survie repose sur vous, Monsieur Satch. Sur vous et votre manuscrit. Waouh! C'était, ma foi, un moment assez émouvant. On va tous crever. Bon, beaucoup moins maintenant, mais quand même! Je me demande vraiment comment Milo va réagir maintenant qu'il a tout ce poids sur les épaules. Écrasez votre mégot. 10 secondes après qu'ils ont enterré leur mort, il fait mumuse avec un klaxon. Va te faire foutre, Milo! Et j'en ai rien à branler que cette scène dure juste quelques secondes. On ne fait pas faire ces choses-là à son héros. Je suis totalement avec Rourke tout de suite. Je déteste ce type maintenant. Êtes-vous habilité à manœuvrer ce genre de véhicule? Vous savez conduire ce machin? Alors il y a le bazar pour tourner, le truc pour accélérer, le bidule pour freiner, et cette espèce de... Bah... Bon d'accord, c'était une auto-tamponneuse. Ça n'a pas encore été inventé. Connard. Cela dit, nos persos secondaires ne sont pas beaucoup mieux vu que tout le monde se met en mode total déconne juste après ça aussi. Ouh, on se met tous les uns à côté des autres pour montrer la même réaction en même temps. C'est pas comique. Bref, après un peu d'exploration, notre bande de gimmicks décide de briser un peu la glace avec Milo. C'est trop gentil. Je me sens plus léger, j'avais comme un poids sur l'estomac et... Ah, mort de rire. Et profitez bien de ces 3 minutes de rapprochement parce que ce sera le seul développement de personnage qu'ils vont avoir. Mon père était médecin sans frontières. J'ai repris le garage de mon père à sa retraite. Ma famille, elle avait une boutique de fleurs. Ouais, on a rapidement résumé nos vies, ça veut dire qu'on peut être considéré comme des personnages tridimensionnels maintenant, pas vrai? Et son histoire à lui? Écoute ce que je te dis. Faut pas qu'on te le dise. Ouais, faudrait pas crier sur les toits que vous l'avez enlevé à un institut psychiatrique. Je l'ai jamais rencontré, ton grand-père. Parle-moi de lui. Mes parents sont morts quand j'étais tout jeune et il m'a élevé. Qu'est-ce qui te fait rire? Et quand mes parents sont morts, ça a été la plus grande éclate de ma vie. On a oublié son pyjama, Madame Placard? Je dors à poil. Tiens, attrape. Allez, somnambule. Quoi qu'il en soit, cette nuit, ils sont attaqués par des lucioles de feu. Parce que ça existe maintenant. Et c'est légèrement la débandade. Satané mouche électrique, va-t-il Pokémon piquer le postérieur? Y a quelqu'un qui voudrait aspirer le venin? Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Ah, mort de rire. Le magma s'est solidifié à l'intérieur des boyaux du volcan, ce qui provoque une occlusion, un gros bouchon à la sortie. J'ai exactement le même problème avec la choucroute. Ah, mort de rire. Et de son côté, Milo tombe sur des indigènes. Oh, un coup de foudre! Quel film Disney original, dites donc! Notre groupe ne tarde pas à les suivre et découvre la cité d'Atlantide. Les Atlantes leur tombent dessus et Milo essaie de communiquer. Wegene... Pré... Kagwegene. Ita sumamise viator. Dices linguam romae? Do you speak English? Oh yes, of course. Et il s'avère que les Atlantes parlent toutes les langues.
Comment cela se fait-il? L'Atlante est probablement la racine de toutes les langues. Et puis, il y a eu la tour de Babel. Ok. Même en partant de l'hypothèse complètement aberrante que Babel s'est bel et bien produit, ça ne s'est pas passé comme ça! Tout le monde parlait la même langue pendant la construction de la tour de Babel, et c'est après l'intervention de Dieu que les peuples ont été divisés par plusieurs langues. Et c'est sans compter le fait que les langues françaises et anglaises existent depuis beaucoup moins que 9000 ans. Si vous voulez inventer votre propre culture fictive, évitez de chier sur la nôtre, s'il vous plaît. Et pour les petits malins qui viendraient me faire la remarque, non, ce n'est pas la même chose que Pocahontas. Pocahontas se centre sur une période de l'histoire précise et passe tout son temps à la modifier à sa sauce, de façon à ce que dès lors qu'on utilise 3 neurones, on peut voir que c'est pour de faux. Ici, c'est rapidement balancé à la convenance du scénario, c'est 1000 fois plus insidieux. Bref, ils les conduisent jusqu'à leur cité. Et comment un pont de bois arrive à supporter tout ce poids exactement? Si seulement ils pouvaient tous tomber vers leur mort. Mais le roi n'est pas très accueillant. Kedo, toi. Nu temnegamo se toi deg duverentirid. Oui, vas-y, fais-les tous tuer, s'il te plaît! Sauf Elga. Heureusement, ils arrivent à le convaincre de les laisser rester une nuit. Le groupe suggère alors que Milo charme la princesse, nommée Kida, pour arranger leur situation. Tu l'interroges avec tact, mais tu l'interroges. Toi, je vais te poser des questions et je quitterai pas la cité tant que j'aurai pas les réponses. Toi, je vais te poser des questions et tu ne quitteras pas la cité tant que je n'aurai pas les réponses. Ainsi démarre le couple Milo-Kida. C'est un couple correct en soi, et Kida est un personnage sympathique. Mais le personnage comme le couple souffre pas mal du fait qu'elle n'apparaît pas pendant près de 40 minutes, ce qui rend leur développement trop rapide. Quoi qu'il en soit, ils se partagent des informations. Tu aurais 8800 ans? Eh oui. Les signes tracés ici, tu peux les lire. Mais oui, je sais lire l'Atlante, comme vous tous. Tu ne sais pas lire. Personne ne sait. Nous avons perdu ce savoir depuis le temps du Mebelmok. Pardon? Vous n'avez pas oublié comment parler des milliers de langues que vous n'avez sans doute pas eu beaucoup l'occasion d'employer pendant 9000 ans, mais vous avez oublié comment lire? Le docteur gentil. Ah, aimable. Non, le docteur gentil, pas aimable. Alors il n'est pas aimable? Si, mais c'est le docteur gentil qui est également un docteur aimable. Et vous, tous les médecins sont aimables, mais il n'y a qu'un seul docteur gentil. Non, enfin, je sais pas si tous les médecins sont aimables, mais le nôtre, qui s'appelle Gentil, est aussi très aimable. Ah, mort de rire. Et au passage, juste pour charrier un peu ceux qui clament que c'est un film visuellement magnifique, Les 38 États des États-Unis d'Amérique. Tu veux que je leur fasse faire une petite danse? Allez les filles en place pour le quadrille. C'est pas beau, ça madame? ah, beauté de l'animation! Kida emmène Milo voir une fresque sous l'eau qui indique où se trouve le cœur de l'Atlantide, un gros cristal qui alimente la cité. Juste à temps pour que toute l'expédition se montre être des bandits chasseurs de trésors. Et je l'ai même pas vu venir. T'es bien seul. Ils veulent le cristal pour s'enrichir et ils forcent Milo à les y amener. Vous ne pouvez même pas imaginer de quoi cette force est capable. Très juste. Mais je connais un certain nombre de dictateurs qui paieraient n'importe quel prix pour le découvrir. Waouh, vous êtes vraiment passé en mode connard fini. Pour autant que j'adore Elga, c'est une de ces rares répliques que j'ai du mal à avaler. D'autant plus qu'on l'a montré avoir légitimement des doutes avant ça. Commandant, nous n'avions pas prévu qu'il y aurait tous ces gens. Ça change beaucoup de choses. Ça ne change rien, rien du tout. Ils arrivent au cristal qui fait de jolies lumières et transforment Kida en nouvelle source d'énergie de l'Atlantide. Pourquoi pas? Donc ils l'emportent et... on arrive à la scène la plus infâme du film pour moi. C'est bien, vous avez gagné. Vous balayez une civilisation entière, mais ça fait rien. Vous serez riche, parce qu'en fin de compte, il n'y a que ça qui compte. L'argent. Vous êtes tous des méchants! Je crois que j'oublie un détail important. Oh, oui.
Ah, c'est... agréable. On peut le mettre en boucle? Ah, merci, j'en avais besoin. Et bien entendu, toute notre bande de gimmicks retourne leur veste en voyant ça. Même les deux vieux qui ont montré zéro rapprochement envers Milo de tout le film. On a fait plein de choses dont on n'est pas fier. Dépouiller les Maccabées au cimetière, brûler quelques voitures, quelques feux rouges. Mais personne n'en a souffert. Enfin, certains en ont souffert peut-être, mais pas les Maccabées. Ça va? Waouh! C'était nul! Vous auriez pu donner un chouïa de profondeur à ces personnages en leur faisant dire sérieusement qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier des vies pour la richesse, mais à la place, vous avez préféré continuer avec votre ton comique de merde. Bravo les gars! Mais ce que je trouve le plus dingue là-dedans, c'est qu'avant ce super discours de Milo, ils savaient déjà qu'ils condamnaient un peuple et qu'ils allaient faire affaire avec des dictateurs. Mais c'est pas ça qui les a stoppés, non! Il fallait que quelqu'un leur dise explicitement qu'ils étaient des connards pour qu'ils aient une prise de conscience. Ça, c'est du développement de merde où je ne m'y connais pas. Bref, ils font sauter le petit pont de bois qui ne tenait plus guère et le roi mourant raconte sa vie. Le cristal a acquis une conscience individuelle et... Mais moi, par orgueil, j'en ai fait une arme de... Ouais, je m'en fous. Une arme... Y a absolument rien qui explique les conneries du genre. Pourquoi ils ont oublié comment lire? Et ça sert juste d'excuse pour dire que le cristal doit choisir une fille de sang royal pour protéger la cité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent ramener Kida avant qu'elle ne fasse plus qu'un avec le cristal ou une connerie comme ça. Donc Milo mène sa bande et l'armée d'Atlantide sur leur bécane volante. Oui, parce qu'ils avaient aussi oublié comment les faire marcher. S'ensuit un combat, ma foi, assez épique entre nos héros et les méchants. Par contre, juste un truc, ils sont pas censés tous se connaître depuis assez longtemps? Parce que personne n'a l'air d'éprouver le moindre remords à tuer ses anciens compagnons, là. Voilà mon plan! On vole en rase-mat et on profite de l'effet de surprise! Milo est un tacticien de combat maintenant. J'ai tout jeté. Maintenant, si quelqu'un veut sauter... Honneur aux dames. On veut se débarrasser des associés! Pourquoi c'est pas elle l'héroïne, bordel? Allez-y, faites-moi un procès. Malheureusement, elle finit par être vraiment jetée par-dessus bord et Milo prend la relève. Ouhou. Parce que moi, je suis en pleine forme. Le méchant meurt de façon, j'avoue, assez originale et Helga casse sa pipe hors champ. Merci d'avoir fait ça à mon personnage préféré, Disney. Il récupère Kida et juste après avoir sauvé Atlantide de la lave, le cristal la libère. Pourquoi il a pas fait ça avec sa mère il y a 9000 ans? Bref, Milo décide de rester ici, tu m'étonnes qui ne voudrait pas vivre pendant des millénaires, et toute la bande lui fait ses adieux. J'ai un petit cadeau, moi aussi. Le gras du bacon, je l'ai gardé pour toi. Cookie. Parce que c'est tout ce qui me définit, le gras. C'est drôle. Milo. Oh, Gaëtan. Tu es si... Continue à creuser la taupe. Tu vas probablement jamais le revoir et il a renié toute son équipe pour toi. Une seule embrassade, c'est vraiment trop te demander, connard. Oh, excusez-moi, c'est censé être drôle. Ha ha, mort de rire. Les autres retournent chez le vieux riche qui n'a aucun problème à vouloir étouffer l'affaire, ni avec le fait que toute la troupe avait essayé de le doubler au départ. Bon, on reprend tout depuis le début. Avez-vous trouvé quelque chose? Non. Ouais, étouffons la mort de plusieurs dizaines de personnes. Au moins. Gaëtan fait l'abruti pour changer et on termine sur notre joyeux couple avec un dernier joli plan d'Atlantide. Ça ferait un malheur en boule à neige. Je déteste ce film.
Le héros est nunuche, les personnages secondaires sont littéralement des blagues, l'histoire fourmille de n'importe quoi et de facilités scénaristiques insultantes, le tout en faveur d'un ton soi-disant plus mature qui consiste en des blagues adultes, niaises et des scènes de meurtre décontractées. Je déteste l'humour de ce film, l'un des plus débilitants et des plus forcés que j'ai pu voir dans un film animé Disney. Et c'est largement suffisant pour ne pas aimer ce truc. Après, tout n'est pas acheté. Il y a un rythme soutenu dans les dialogues assez bien réussis, quelques scènes d'action sympas et quelques rares jolis moments calmes très bien accompagnés musicalement, et deux des persos féminins sont sympathiques. Ça ne parvient clairement pas à rattraper le coup pour moi, mais ça devrait quand même m'empêcher de haïr ce film à ce point. Et pourtant, je l'exècre de tout mon être. Et assez bizarrement, ça vient de la réaction des gens. Et tout le monde met ce film au même niveau que La planète au trésor. Some of the post-90s movies have fans, I guess, like Atlantis and Treasure Planet. Il y a, je pense, aussi beaucoup de points communs qu'on peut faire entre l'Atlantide et La planète au trésor. Si vous ne le saviez pas, La planète au trésor est mon Disney préféré, et ça me fait mal au cul chaque fois que j'entends quelqu'un le mettre à égalité avec cette merde. C'est un peu comme si on vous disait « Oh, les bons films d'antan me manquent !» Vous savez, comme Citizen Kane et Mon curé chez les ploucs. Ces deux films sont tellement éloignés en termes de qualité que chaque comparaison d'égal à égal me fait l'effet d'un coup de pied dans les couilles. Merde, on peut même dire qu'Atlantide aura plus laissé sa marque, car contrairement à La planète au trésor, il a eu droit à une suite. Il y a quelque chose en toi qui ne renonce pas.